Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le retour des small caps. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, vous avez tout sur cette page. Pensez bien entendu à activer la clochette sur YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller évidemment un petit peu plus loin dans la formation, vous avez tout sur le site du podcast.fr, le podcast de la bourse.fr, avec notamment l'espace membre. On a dépassé les 400 membres en une semaine inscrits. L'espace de formation continue gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis bien sûr, nos programmes d'accompagnement, encore une fois pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, le programme phare MTT Trading Premium et le nouveau programme MTT Découverte qui vous donne accès à un prix accessible à tous, à l'essentiel des marchés. Comme d'habitude, je salue et je remercie mes partenaires qui me soutiennent dans la création de ces contenus. La semaine dernière, nous avons eu une vidéo qui a bien marché. Alors, c'est rare, normalement, les vidéos sur les cryptos, en effet, sur la chaîne, marchent un petit peu moins bien. C'est normal, puisque bien, le public de cette chaîne est avant tout un public qui trade et qui investit sur les actions. Mais je vois que, comme moi, vous êtes un public qui petit à petit souhaite se diversifier et évidemment la vidéo sur les cryptos a fait un petit peu plus de vues que d'habitude, donc c'est cool, merci beaucoup pour ça, ça motive pour en faire d'autres d'ailleurs. Et voilà, pour celles et ceux qui veulent investir, on a vu qu'il y a eu une chute récente sur les cryptos, il y a beaucoup de supports qui ont été touchés, donc voilà, pour celles et ceux qui veulent commencer à diversifier leur épargne, allez voir cette vidéo parce que, encore une fois, je pense qu'il y a certaines cryptos qui sont sur des belles zones d'opportunité long terme. La vidéo du jour, elle, portera donc sur le retour des small caps. On va essayer de regarder si c'est le cas et s'il y a du potentiel sur cette classe d'actifs. On parlera bien entendu de la partie économique, géopolitique. Il y aura également la question de la semaine sur la partie des brokers. Et puis on passera à l'analyse des actions, le CAC Small, et on parlera bien entendu des valeurs armement, Thales, Dassault Aviation, mais on parlera également du luxe avec Hermès, Kering, Engie, Bissemi Conductor, Aéroport de Paris, Alphen, Eurofins Scientifique est en train de bien construire, Essilor, Luxottica qui a bien consolidé, on va voir si c'est une opportunité, Jacquet Metal qui a bien pété à la hausse cette semaine, FDJ c'est le contraire, elle a bien baissé, Worldline qui s'est bien reprise, Albert, Eutelsat, Nexity, Ipsos, Téléperformance, extrêmement bien repris, même si c'est une petite correction en cours, De Richebourg, Eramé, Air France, Ubisoft, Alstom, ArcelorMittal qui peut-être est en train de donner un signal de très long terme, en tout cas la zone est intéressante, et puis on verra également Verallia. On partira ensuite aux États-Unis parler de Robinhood, Novo Nordisk, on fera le suivi. La cotation américaine bien sûr, New Holding, Walt Disney Company, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle est plutôt pas mal, AMD qui revient enfin probablement sur une zone intéressante de long terme, on fera le suivi sur Nvidia qui a beaucoup baissé, on parlera de MicroStrategy qui a beaucoup baissé également, c'est pas une surprise, et on terminera bien entendu par le titre à suivre avant la partie sur le screener Trend Following. Je sais que vous adorez cette partie-là. Ça donne des idées, donc comme d'habitude, je vous partagerai cet écran-là. On passe tout de suite, effectivement, au résumé de la semaine. J'en profite pour activer ma webcam, me voici, me voilà. Si vous voulez, je peux un petit peu haut, voilà, baisser un petit peu. Donc, résumé de la semaine, on va démarrer. Alors, il y a pas mal d'éléments, forcément, ça a beaucoup bougé, il y a beaucoup d'infos. Toujours pareil, on va essayer de parler de tout sans donner... sans prendre parti, mais en donnant un avis le plus objectif possible. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est pas forcément de prendre parti, mais plutôt élaborer des scénarios, vous les proposer et également vous de répondre. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends aussi quelque part de vous, c'est dans les commentaires de me partager, c'est ce que vous avez fait de nombreuses fois et je vous en remercie, c'est de partager vos avis pour moi me nourrir éventuellement de choses que je n'avais pas compris et potentiellement de choses que je n'avais pas vues. Voilà, on commence par la saisonnalité. On le sait, le mois de février a été un mois compliqué. Statistiquement, c'est de toute façon régulièrement un mois compliqué. Le mois de mars, c'est la bonne nouvelle, est plutôt mieux.
On le verra également en termes de saisonnalité, également sur le Nasdaq, historiquement, c'est plutôt mieux, surtout les années post-élection présidentielle. Et donc, voilà, alors j'avais publié cette semaine ce graphique-là, et comme d'habitude, hein, comme au mois de novembre où on disait, attention, le CAC risque de se retourner, lorsque j'ai publié ce graphique-là, notamment sur certains groupes, eh bien, c'est comme d'habitude, il y a toujours des gens, oui, il n'est pas possible de prédire l'avenir, manana, cette année ce sera différent, etc. Bon, voilà, le traditionnel message. Évidemment qu'on peut pas prédire l'avenir. Merci, on l'aura compris, il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Par contre, autant c'est facile de faire la météo de la veille, autant c'est plus difficile de faire la météo de lendemain, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas la faire. Quand vous voulez aller promener dans la nature, le lendemain, vous regardez la météo. Bon, ça prouve bien que même si la météo n'est pas sûre à 100%, il y a quand même un esprit de probabiliste qui en ressort. Et c'est un petit peu la même chose pour la saisonnalité. On sait très bien qu'on a plus de chances de se balader en short au mois de juillet qu'au mois de décembre. Bon, ben, ce sont des probabilités. Ça ne veut pas dire qu'au mois de décembre, on se baladera jamais en short. Mais encore une fois, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport à la bourse, mais encore une fois, ce qui est toujours intéressant, c'est de se mettre dans des scénarios, c'est ça qu'il faut comprendre en fait, et que certains ont encore malheureusement du mal à comprendre, c'est que l'idée c'est de se mettre dans un environnement de probabilité, et une fois qu'on connaît les probabilités dans cet environnement-là, on fait valider ces probabilités-là par la technique, par les graphiques, par des signaux, par voilà, des retournements de moyenne mobile, etc., etc. Et c'est là qu'on fait la différence. C'est quand toutes les planètes s'alignent. Alors, comme d'habitude, lorsque j'ai publié ce graphique-là, il y en a certains qui... il y a toujours des gens qui veulent ajouter le petit grain de sable supplémentaire. Oui, mais ce graphique, il est bien beau, mais ce ne sont que les 20 dernières années sur le S&P 500. Ok, certes. Alors, on va regarder, on va prendre, là, pour le coup, vous allez voir, j'ai bossé. Et donc, on va prendre tous les indices américains, donc le Dow Jones depuis 128 ans, et on s'aperçoit donc que effectivement, on a un mois de mars qui généralement est un petit peu en zigzag, mais qui globalement est plutôt positif, d'accord. Nous avons quelque chose d'assez similaire sur le S&P 500 depuis 97 ans, où on a effectivement une première quinzaine du mois de mars qui est un peu délicate, mais ensuite, voilà, même s'il y a beaucoup de zigzags globalement sur le mois, ensuite, à partir de mi-mars, on a plutôt une remontée jusqu'à voilà, tout le mois d'avril et potentiellement plus si affinité. Quelque chose d'assez similaire sur le Nasdaq également, où on a un mois de mars sur la première quinzaine, voilà, qui est un petit peu volatile, un petit peu zigzag, voire presque un tout petit peu baissier, et ensuite, derrière, on a quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors on va me dire, oui, mais j'entends déjà les prochaines réflexions. Ouais, mais là, tu parles des indices américains, tu parles pas des indices européens. Allez, on va sur le DAX. J'ai bossé, je vous l'ai dit. 45 ans de DAX, première quinzaine du mois de mars. Vous voyez, effectivement, voilà, c'est une première quinzaine un peu délicate. Et à partir de mi-mars, ça va beaucoup mieux avant d'avoir, encore une fois, un mois d'avril beaucoup plus sympathique. Et bien sûr, Cocorico, le CAC 40, c'est quelque chose d'assez similaire. Première quinzaine un peu délicate, voire même délicate au beau milieu du mois de mars, avant d'avoir effectivement un rebond technique et beaucoup mieux sur le mois d'avril. Donc je pense que, c'est les probabilités vont en ce sens. Est-ce que cette année sera différente? C'est possible. Bien entendu que c'est possible. Cette année, si demain on a une déclaration de guerre, etc., bon, ben effectivement, les choses seront différentes. Mais les probabilités que ceci arrive sont supérieures à celles que cela n'arrive pas. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et une fois qu'on a ça en tête, on fera valider ça par des indicateurs techniques qui sont haussiers qui se mettront, je l'espère, haussiers à partir de mi-mars, donc éventuellement la semaine prochaine, celle d'après, j'en sais rien. Et surtout début avril, ok. Donc voilà, tout ceci ajouté à une période où les publications, grosse partie du nombre de publications, là on est sur les publications européennes, enfin France, Belgique et Pays-Bas additionnés, où on a effectivement un nombre de publications qui a un petit peu baissé, puisque le plus gros en effet est passé sur le mois de février, et nous avons effectivement un petit creux, mais il y a toujours pas mal de publications également aux États-Unis, même si là aussi c'est des seconds couteaux, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais des plus petites capitalisations, puisqu'on a passé les Nvidia et compagnie, et aujourd'hui, voilà, on a des capitalisations plus, encore une fois, de deuxième volet,
Même si on le voit, voilà, on a eu, Broadcom et Costco notamment, très connus. Voilà, il y en a évidemment, d'autres, mais voilà, globalement, pareil aux États-Unis, le plus gros est passé. Et moi, ce que j'en retire, globalement, même si toutes les publications ne sont pas passées, ce que j'en retire, c'est ce que je vous dis depuis quand même un petit moment. C'est-à-dire que les résultats aux États-Unis sont évidemment très bons, mais moins spectaculaires qu'à une certaine époque. Quoi de plus normal, quoi de plus logique. Et on s'aperçoit que, eh bien, il y a même, sur le plan économique, il y a même des petits craquements. Et là où je vous expliquais que la plupart des experts avaient totalement écarté le scénario de récession, moi je pense que c'est pas du tout écarté aux États-Unis. Je pense même que les probabilités sont en train d'augmenter. Les probabilités d'une récession aux États-Unis sont en train d'augmenter. Difficile de savoir si s'il y a récession, elle sera profonde ou non. Ça, c'est quasiment impossible de le savoir. Mais moi, aujourd'hui, si on me demandait d'évaluer, franchement, ce serait 50-50. C'est-à-dire que je pense réellement qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une récession aux États-Unis dans les mois à venir. Voilà. Nous verrons, bien entendu, ça va dépendre de beaucoup de facteurs qui ne sont pas visibles aujourd'hui, mais je pense que le scénario n'est pas totalement écarté. Et je pense que ce scénario-là, à venir aux États-Unis, quelque part, il est probablement passer, entre guillemets, sur l'Europe, sur la France, sur l'Allemagne, etc. Je pense qu'on est justement en plein dedans aujourd'hui. Quand je dis passer, je pense qu'on est justement en plein dedans. Et je pense que potentiellement, c'est ce que le marché est en train de pricer, et d'où la rotation excessive sur les valeurs européennes, sur les marchés émergents et sur la Chine. C'est que je pense que le plus dur, on est au creux de la vague. Et donc le marché est en train de se dire, est-ce que finalement les États-Unis ne sont pas en train de se précipiter vers le creux de la vague, alors que nous sommes déjà en plein dedans, et donc potentiellement, on va relancer. Il y a cet élément-là qui me fait penser et qui me fait expliquer quelque part la surperformance historique des marchés européens et par rapport au marché américain depuis 4 mois, au même titre que l'écart de performance historique entre les États-Unis, de surperformance des États-Unis par rapport au reste de l'Europe l'année dernière, eh bien on a l'effet totalement inverse. C'est pour ça aussi que quand vous entendez certains qui vous disent il faut pas shorter les plus forts ou il faut pas acheter les plus faibles, etc. Là, encore une fois, ça prouve totalement que là, pour le coup, ceux qui ont shorté les plus forts l'année dernière, en fin d'année dernière, ben, aujourd'hui, ils ont ramassé certainement beaucoup d'argent. Et au même titre que ceux qui ont acheté le CAC 40 qui était le plus faible, eh bien, ils sont certainement très contents sur ce début d'année-là. Donc là aussi, difficile de... Voilà, les certitudes en bourse, encore une fois, elles ont été méprisées. Et tout ceci, voilà, dans un contexte également où les données économiques montrent, et là c'est très intéressant, hein, je crois que c'est l'Express qui a publié ceci, c'est la consommation, la réorientation de la consommation mondiale en 2030 et en 2050. Très intéressant. Bien entendu, c'est de voir évidemment que, bon, il y a sans nul doute, hein, l'Amérique du Nord domine, et dominera très certainement jusqu'en 2030, effectivement, la consommation mondiale. Mais, vous avez en 2030 en rouge et en 2050 en rose, on le voit, et bien à partir de 2030, on va avoir certainement une réduction de cette part en Amérique du Nord, là où certains pays, et c'est la même chose pour l'Europe de l'Ouest d'ailleurs, là où certains pays comme l'Inde, comme l'Asie émergente, comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, commenceront, elles, alors l'Asie seront totalement dedans, et l'Afrique, qui, je pense, sera le continent à exploiter à partir de 2040-2050. C'est là où il va falloir vraiment se pencher sur ce continent-là. Mais bon, on a le temps encore. De l'eau sera passée sous les ponts d'ici là. Eh bien, on voit que voilà, les flux pourraient se réorienter. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, notamment avec la surperformance de la Chine ces derniers mois. Vous le savez, on était méga bullish sur la Chine toute l'année dernière. Ça a mis du temps, mais c'est finalement ce qui s'est passé, puisque je sais plus, je crois que sur un an, la performance de la Chine, du Hang Seng du moins, est de 40 ou 45%, donc c'est quand même une sacrée remontada. Et pendant ce temps-là, alors qu'au mois de novembre, tout le monde sur les réseaux sociaux et tous les créateurs de contenu vous disaient « il n'y a que les 7 magnifiques, il n'y a que les 7 magnifiques, il n'y a que les 7 magnifiques », et bien là, effectivement, il sous-performe. Il sous-performe de manière très importante.
Et d'ailleurs, là où tout le monde vous disait de toute façon il faut acheter de l'ETF World, car de toute façon l'ETF World il contient en majeure partie les 7 magnifiques, et donc grâce à ça il va continuer de surperformer. Nous avons des messages comme sur certains groupes Facebook voilà, qui sont toujours voilà, qui me donnent le sourire, ou tout à coup voilà, vendu mon ETF Monde qui perd 8%, merci aux 7 fatidiques. Là tout à coup on se rend compte que ce qui a permis de faire la surperformance sur les 10 dernières années, eh bien sur les 4 premiers mois de l'année, enfin, les 4 derniers mois plutôt, puisque je mets les 2 derniers mois de l'année dernière dedans, et bien tout à coup, c'est ce qui crée la sous-performance. Mais il faut bien comprendre que ce n'est que du rattrapage, qu'une sorte d'équilibre. Vous ne pouvez pas avoir un rendement comme ces dernières années de 10% par an sur une ETF World. Ce n'est pas possible. La croissance du monde, d'autant plus aujourd'hui, ne permet pas cela. Et c'est ce qu'on disait l'année dernière. Souvenez-vous combien de fois on a parlé, ce graphique je vous l'ai montré X fois, lorsqu'on a un ETF World qui est pondéré à 73% d'actions américaines qui ne représentent que 25% de la croissance mondiale, au bout d'un moment, il y a un problème de flux, il y a un problème de pondération. Et donc, évidemment, à 73%, vous avez les 7 magnifiques qui sont largement représentés. Et donc, c'est ce qu'on disait l'année dernière, et je me suis fait, vous le savez, pas mal critiquer là-dessus, où je disais, il va falloir, pour faire de la performance sur les 10 prochaines années, je pensais pas que ça irait si vite d'ailleurs, mais bon, la rotation des fois est plus rapide que ce qu'on pense, il va falloir avoir un portefeuille très diversifié géographiquement, diversifié en termes de secteur, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ce que je pense que l'on est en train de vivre, et c'est le titre de la vidéo de ce jour, c'est que je pense qu'on a eu une première vague de flux de rotation, en effet, de rotation géographique, c'est-à-dire de pays, hein, ou de continents, c'est-à-dire de l'Amérique vers l'Europe, vers les pays émergents, vers la Chine. Et là, on va avoir une rotation dans la rotation, c'est-à-dire qu'une fois que le marché, effectivement, a joué les grandes capitalisations, les plus belles capitalisations de ces secteurs géographiques-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire une rotation de capitalisation, c'est-à-dire il va aller de plus en plus vers des mid and small, et je vous montre ce graphique qui est très intéressant, c'est le SDAX. Le SDAX, c'est l'équivalent du CAC Small, mais pour l'Allemagne, qui a également, comme le CAC Small, qui a plus de retard d'ailleurs, le CAC Small, hein, que le SDAX, qui a beaucoup de retard et qui est loin de ses plus hauts encore également, puisqu'il a encore 1500 points ou 1400 points de retard avant de revenir sur ses plus hauts. Eh bien, eux, ces indices-là, et on le verra sur le CAC Small aussi, ont donné des signaux forts cette semaine. Alors, fort, même peut-être un peu trop fort, parce que lié aussi évidemment, et on le verra un petit peu plus loin, lié à la proposition de budgétaire sur les valeurs armement, et donc voilà, il y a certaines valeurs qui ont fait progresser de manière, pour moi, un peu exagérée certains indices, notamment le CAC Small. Mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, tout ça n'a rien changé à la géopolitique. Alors, n'a rien changé, oui et non, parce que, si vous voulez, on a eu un spectacle que vous avez très, très bien vu. Là aussi, encore une fois, je fais... Vraiment, j'essaye, et en plus c'est vrai parce que honnêtement je n'ai pas de parti pris à titre personnel, mais j'essaye dans la mesure du possible d'être le plus factuel possible. Vous avez vu la scène hallucinante, je crois que c'était samedi dernier ou vendredi soir, je sais plus, entre effectivement Zelensky et Trump. Alors là c'est pareil, les analyses sur les différents médias et réseaux, elles sont souvent tronquées, puisque eh bien on a un débat entre guillemets, si on peut appeler ça un débat vu la violence, qui a duré 45 minutes, et au final on prend des extraits pour analyser effectivement la brutalité verbale de Trump. Et effectivement, Trump a été particulièrement brutal, et effectivement, je fais partie de ceux qui estiment que, en tout cas, devant la télévision, on ne peut pas s'adresser à Zelensky de cette manière-là. Voilà, on peut ne pas apprécier Zelensky pour tout un tas de raisons, mais je pense que le président des États-Unis, à titre personnel, n'a pas à s'adresser comme ça publiquement à Zelensky. Après, en privé, on le sait, hein, ils le font tous, mais voilà, en public, je pense que quand même, il a quand même dépassé certaines limites, Donald Trump. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, moi ce que je pense, c'est qu'il a été vexé, Trump, hein, parce que je pense que ce qui était convenu avec Zelensky, c'est qu'effectivement Zelensky signe l'accord sur les minerais, quelque part aille vers aussi une fin de guerre, et puis c'était ce qui était convenu, il était venu pour moi à la Maison Blanche pour ça, et puis quand il est arrivé, il a dit, je signerai pas l'accord sur les minerais, moi, l'accord de paix, ça me dit moyen, quoi. Et je pense que
là, ce n'est quelque part voilà, mon propre avis, mais je pense que ce contre-pied de Zelensky a été bien aidé par l'Europe. Et je pense que quelque part, l'Europe a fait en sorte que Zelensky joue ce contre-pied-là, et je pense que c'est ce qui a fait la surréaction de Trump et la colère hein, de Trump qui s'est extrêmement mal exprimé d'après moi. Voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc tout ceci dans un contexte, alors je disais, hein, la fin de guerre s'éloigne, même si je pense que très sincèrement, tous les dirigeants politiques vont se mettre autour de la table et vont signer un accord de paix dans les prochaines semaines, ça c'est ma conviction, je peux me tromper. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'après 3 ans de guerre massive en Ukraine, tout à coup, en 48 heures, l'Europe se met à se réveiller, et tout à coup, on veut créer une armée, on veut... Alors je suis partagé. Je suis partagé sur cette... Et je n'ai pas d'avis à proprement parler. Pour moi, il y a deux hypothèses. Soit, effectivement, eh bien, les dirigeants européens ont des informations sur la volonté de Poutine, c'est-à-dire savent que Poutine va vouloir aller, comme l'a dit le président Macron, au-delà de la Russie. Et à ce moment-là, effectivement, ils prennent peur et ils veulent investir massivement dans le réarmement de l'Europe. Donc à ce moment-là, pour le coup, la décision est légitime, enfin, je trouve. Soit effectivement, effectivement, on est en train de rentrer dans une psychose qui est étonnante, parce que quand on voit que la Russie, en 3 ans de guerre, plus de 200 000 soldats russes tués, la Russie n'est arrivée, entre guillemets, qu'à conquérir, je sais pas, un quart peut-être de la Russie, le flanc Est, bah, je me dis, ça va quand même être extrêmement difficile pour la Russie de conquérir toute l'Europe. Donc, c'est là où, encore une fois, j'ai pas d'avis. Vous voyez, je dis que tout est possible, mais je suis quand même très étonné. Et j'ai été, à titre personnel, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, dans les analyses que j'ai lues à droite et à gauche, j'ai été quand même très étonné du sentiment de peur qu'a communiqué Emmanuel Macron lors de son discours. Alors encore une fois, peut-être, alors, on reproche souvent de défendre Emmanuel Macron, mais pour le coup, peut-être qu'il a des informations que l'on n'a pas, et peut-être que sa peur est légitime. Peut-être pas non plus, on est d'accord. Notamment, on se souvient de Nous sommes en guerre avec le Covid. Donc, des fois, peut-être il peut parfois exagérer, mais on peut lui laisser, je pense, le bénéfice du doute, et peut-être qu'il a des informations qu'on ne connaît pas. Voilà, un petit peu, donc, pour dire que du coup, on a vu même Vladimir Poutine qui a pris et qui a répondu à Emmanuel Macron en faisant le parallèle avec Napoléon, notamment, qui avait tenté d'envahir la Russie, et il a expliqué que ça s'était mal fini et qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que verbalement, les Russes aussi sont en train de monter quelque part de niveau. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, malgré tout, malgré tout. Je pense sincèrement qu'on va aboutir sur une fin de guerre. Je pense que tout le monde va se calmer parce que tout le monde a intérêt à ce que ça se calme. Et j'espère que enfin, nos politiques sur les différents pays seront raisonnables et arriveront à trouver un compromis qui fera que cette guerre s'arrête, parce qu'il faut absolument, je ne parle pas pour des raisons économiques, hein, c'est encore une fois autre chose, mais pour des raisons humaines, je pense absolument qu'il faut que cette guerre s'arrête au plus vite. Cette semaine, vous recevrez, comme d'habitude, un certain nombre de lettres, un certain nombre de newsletters, donc de la table des investisseurs. On est plus de 4400 hein, désormais, en 4 mois, à avoir rejoint cette newsletter. Vous avez vu que on a eu une belle performance sur le portefeuille Forteresse d'ailleurs, même s'il a baissé évidemment depuis le 1er mars, car bon, mais les marchés ont beaucoup corrigé, on est quand même exposé là-dessus sur des marchés actions, mais vous verrez, certainement on le verra plus sur le mois de avril, que on a été beaucoup plus résilient effectivement que sur un ETF monde classique. Hein. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à rejoindre la table des investisseurs. Hein. Il y a également de belles lettres cette semaine qui vont arriver. Je vous rappelle que tout ceci est gratuit. On passe à la question de la semaine. Alors, la question de la semaine, c'est une question de Cyril. Cyril, j'avais promis de lui répondre en vidéo pour faire profiter à tout le monde de mon avis, entre guillemets, de mon modeste avis, puisque Cyril nous avait adressé, parce qu'il y avait plusieurs créateurs de contenu que je salue, sur
sur cette question. Bon, les amateurs de trading action, indices, matières premières, etc. Avec ces corrections, je commence à réfléchir à rentrer sur une vraie plateforme, mais pas encore avec 5 chiffres. Vous, avec un broker de prédilection, vous avez un broker de prédilection à me recommander. Donc j'avais promis de faire cette vidéo pour expliquer ma vision, hein, qui m'est propre, et éventuellement les brokers qui peuvent être intéressants en fonction des profils. Car pour moi, d'abord, je vais commencer par ça parce que c'est le plus important, le broker parfait n'existe pas. Pour une raison simple, c'est que chaque investisseur a des besoins et des priorités différentes. Vous avez des différences de profil d'investisseurs. Un day trader privilégiera des frais de transaction bas, la rapidité d'exécution et des outils avancés. Un investisseur long terme cherchera des frais réduits sur la détention et la diversité des actifs disponibles, et un débutant très certainement va rechercher une interface beaucoup plus intuitive, beaucoup plus simple et potentiellement un bon service client. Donc en fonction de ça, vous avez des brokers qui sont spécialisés, certains sont optimisés pour les actions et les ETF, d'autres sont optimisés pour le trading actif et les produits dérivés, et enfin d'autres permettent un accès aux marchés internationaux, mais sont limités par exemple à l'Europe ou aux États-Unis. Vous avez enfin, bien sûr, et moi c'est le cas pour Bitvavo, certains qui sont spécialisés pour les cryptos, qui sont très bons là-dedans, mais qui ne font pas à côté les actions, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc mon avis, au moment où je fais cette vidéo, parce que évidemment les choses évoluent, les brokers évoluent, les tarifications évoluent également, donc j'ai repris les données que vous allez voir, ce sont les données d'un site que je connais, mais je ne connais pas le créateur du site, finance-euro.fr, qui est un très bon site d'ailleurs, de comparatifs, où notamment il y a des comparatifs. Et donc, premier élément, premier volet, l'épargne long terme. Donc l'épargne long terme, dedans, je mets bien entendu le DCA sur actif, plus l'investissement sur les grandes capitalisations du monde entier. Là, quoi qu'on en dise, à mon sens, le moins cher et le plus pratique, ça reste Trade Republic. Voilà, ça reste Trade Republic de très loin, de très loin. C'est simple, c'est efficace, c'est 1 euro de l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre, et des investissements programmés qui sont gratuits. Donc moi, là aussi, vous êtes au courant, c'est le partenaire qui m'accompagne. Je trouve que c'est très bien pour notamment les débutants, et encore une fois, celles et ceux qui veulent investir sur les grandes capitalisations et faire du DCA sur ETF. Donc, c'est 7500 titres internationaux, la possibilité de programmer des investissements mensuels prélevés automatiquement sur votre compte bancaire, 1 euro de transaction, on l'a dit, 0 € pour les plans d'investissement, pas de frais de change, même sur les actions étrangères, car tout se passe sur une place boursière allemande. C'est d'ailleurs l'avantage pour les grandes capitalisations et l'inconvénient pour les petites et small cap, car le Xetra, qui est la place boursière allemande, est une place boursière où il y a peu de liquidité sur les petites capitalisations. C'est la raison pour laquelle il y a des spreads. C'est pas que Trade Republic se rémunère sur le spread, c'est absolument faux. C'est juste que c'est une place boursière, le Xetra, qui offre beaucoup d'avantages, notamment on peut acheter des actions entre 8h et 22h, mais malheureusement la liquidité sur les petites capitalisations n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, si vous devez faire du trading actif sur small cap, là pour le coup, Trade Republic n'est pas adapté. Voilà, pour le moment peut-être ça changera. Encore une fois, là, je fais la vidéo au moment où je fais la vidéo. Gros avantage également de Trade Republic, c'est qu'il rémunère votre cash à hauteur de 2,75% par an. Le taux évolue en fonction bien sûr des directives de la BCE. Donc ça c'est pour la partie long terme. Pour la partie trading actif, action du monde entier, intraday. Là pour le coup, la Rolls-Royce du trading actif sans commune mesure pour moi c'est Interactive Broker. Donc Interactive Broker, c'est la grosse machine américaine, courtier qui couvre 150 marchés boursiers, toute la gamme de produits financiers, des frais faibles, mais la grille tarifaire, elle n'est pas simple, donc voilà, pour moi, c'est pas adapté non plus à tout le monde, encore une fois, mais ça reste quand même un broker pour le trading actif qui est hyper efficace. Je vous en ai mis un autre, même d'autres, notamment Saxo. Moi, j'utilise pour un petit compte, voilà, c'est pas mal, Saxo, c'est pas si cher que ça, contrairement à ce que certains disent. Ils ont réduit notamment leurs frais assez récemment. Voilà. Ils rémunèrent également le cash en euros à 1,6%. Au moment où j'écris cette vidéo, je crois, et jusqu'à 2,08% pour les liquidités en dollars. Le petit défaut, moi je
trouve, mais c'est une sensation, je trouve que parfois ça exécute mal les ordres. Voilà, je trouve que pour le coup, voilà, des fois ça exécute mal, mais bon, voilà, voilà, pour quelqu'un qui veut démarrer sur le trading actif, je trouve que c'est très très bien. Il y en a d'autres également, notamment vous avez Fortuneo qui est pas mal, Bourse Direct qui est pas mal, c'est pas les moins chers, mais c'est pas mal, et enfin Crédit Agricole Investor Intégral, la formule Investor Intégral qui est pas mal, même si là aussi, ils ont malheureusement augmenté légèrement leurs tarifs, mais par contre ils exécutent plutôt assez bien. Donc voilà, c'est plutôt vraiment pas mal. Et enfin, bien sûr, la catégorie crypto, alors là, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le leader et c'est le meilleur, c'est le plus complet. Et là, franchement, c'est même hallucinant tout ce qu'ils peuvent permettre. C'est Bitvavo. Bitvavo, bon, je vous en ai beaucoup parlé, hein, frais extrêmement bas. Maximum 0,25, de 0 à 0,25, sécurité jusqu'à 100 000 euros de perte en cas de fraude, conformité légale, ça c'est le plus important, on l'a vu avec l'affaire de Bybit hein, et les hacks qu'il y a eu sur ça, donc PSAN, enregistrement PSAN, autorité des marchés financiers, enfin voilà, c'est blindé, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est au-delà de la sécurité et des frais, et c'est parmi les meilleurs spreads également hein, sur le marché. C'est très très liquide. Ils offrent une grande liquidité, Bitvavo. C'est une appli qui est super. Voilà, les retours que j'ai, de toute façon, vous le savez, hein, c'est une plateforme que je mets en avant parce que c'est mon partenaire, mais je la mets en avant surtout parce que c'est une plateforme exceptionnelle. D'ailleurs, toutes les personnes qui y vont, franchement, les retours, ils sont vraiment très 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 bons. Donc, appli mobile qui est génial, que ce soit pour les débutants, mais également pour les personnes qui sont un peu plus en mode trading, rémunération de staking, virement instantané, achat récurrent, etc. Et vous avez même une plateforme de trading avec tous les ordres, ordre stop, ordre à plage de déclenchement, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment une plateforme absolument génialissime. Voilà, donc en résumé, sur Financero, sur le site, hein, vous avez également une plateforme pardon, et un tableau qui compare tous les frais. Voilà, donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, mais sinon le mieux c'est d'aller directement sur le site pour aller voir de vous-même. Voilà un petit peu pour cette introduction. On passe donc désormais à eh bien, l'analyse donc, des indices. On commence bien entendu hein, par l'analyse du CAC. Donc, on regarde d'abord le CAC en mensuel, toujours pareil. N'oubliez pas bien sûr de prendre beaucoup de recul. Le CAC en mensuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, on est toujours haussier. Il y a une petite bougie d'hésitation en mensuel. On rappelle qu'on est qu'au début du mois de mars, donc la bougie est loin d'être définitive, mais effectivement, on est sur une grosse zone de résistance, puisque vous le voyez bien, on est sur des plus hauts historiques. Donc effectivement, c'est normal qu'on ait quelques hésitations. C'est pas le bon. C'est normal que nous ayons quelques hésitations pour une raison simple. C'est que en plus on a des marchés américains qui zigzaguent pas mal. Mais ça reste haussier. Maintenant, quid du potentiel, c'est là où je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on peut avoir effectivement une dernière jambe, mais comme je vous dis souvent, à la cassure des plus hauts, vous voyez ici par exemple, voilà, ici on casse les plus hauts, derrière on fait une progression de 8%. Ici on casse les plus hauts, on fait une progression de 20%. Ici on casse les plus hauts, on fait une progression de 3%. Ici on casse les plus hauts, on fait une progression de 8%. Donc en gros, voilà, en gros, on peut avoir entre 3 et sur les dernières occurrences, on peut remonter bien évidemment, hein, on peut aller là il y avait 7. Donc voilà, je pense sincèrement que si on pète vraiment les plus hauts, on a encore un petit potentiel. Voilà, peut-être de 5, peut-être de 10, peut-être de... voilà. Je pense que ça ne sera pas beaucoup plus, hein, honnêtement. Donc pourquoi pas 8006, pourquoi pas 8007. Par contre, en revanche, et c'est là où j'attire votre attention, je pense que on pourrait vivre derrière la dernière jambe de hausse sur le CAC avant d'avoir une correction massive. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous refaire le scénario, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça, c'est possible, mais je pense que derrière, on aura très certainement au moins une consolidation, pourquoi pas revenir chercher les niveaux des 7000, voire peut-être même en dessous. Certains s'amuseront à tracer des retracements de Fibo, etc. On verra d'ici là.
Pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Là, c'est le scénario d'après, voire même d'après. Pour le moment, en tout cas, on est sur une stabilisation. Et pour moi, on espère congestionner en attendant que les Américains se reprennent. Et pourquoi pas la saisonnalité se mette en place. Vous avez vu, fin mars, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, pardon, au début de la vidéo. Mais pour moi, c'est quand même le scénario le plus probable. Et ce que j'espère, c'est réduction de la volatilité, une dernière cassure pour jouer une dernière hausse. OK? Donc voilà pour le CAC 40. Je ne rentre pas sur les unités de temps inférieures, ça ne sert à rien. Là où c'est très impressionnant, en effet, c'est le CAC Small. Puisque je vous l'avais dit, nous, ce qu'on attendait, c'est effectivement la congestion ici. Et derrière la cassure, c'est exactement ce qui s'est passé. Cassure, et là, on fait le pullback. Maintenant, on revient sur une très très grosse zone. Je l'élargis un peu. Donc, en fait, pour savoir si on va avoir en effet une deuxième jambe de hausse et on va aller, pourquoi pas, combler le gap de la dissolution, etc., c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que là, on a la mise en place de la congestion. Et c'est là où le marché doit tenir les 11 600, 11 000, allez, pourquoi pas même 550, on verra. Mais en gros, il doit me construire la figure pendant encore 10 à 15 jours. Si on a cette construction de figure, si on a cette réduction de volatilité, si on a cette réduction des volumes, derrière, on peut espérer, pourquoi pas, une dernière jambe, je sais pas, mais en tout cas une nouvelle jambe haussière. Et là, je pense sincèrement que on pourrait avoir du flux sur les small caps. C'est déjà pour moi un très bon rebond, puisque c'est 20% de progression. Hein, d'ailleurs, c'était marqué sur la miniature, 20% de progression. Maintenant, malgré la force de ce rebond technique, il faut maintenant s'installer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui va se redresser. Voilà. Qui va se redresser. Et nous, on va espérer construire au-dessus de cette moyenne mobile. Et si on tient ça, si on tient la construction, si on tient la congestion, si on casse par le haut, eh bien, il y aura espoir d'aller rallier les 12 700, 12 800, 13 000, pourquoi pas. Et après, on verra les objectifs en suivant. Donc, pour moi, encore une fois, le potentiel, il est toujours là. On vit tout simplement, en ce moment, une petite conso qui est bien légitime après une telle progression. Mais encore une fois, c'est dans la construction que vous voyez la force des acheteurs. On passe aux actions, si vous le voulez bien, avec Thales. Alors, Thales, extraordinaire. Moi, chapeau, bravo à ceux qui l'ont joué, il n'y a rien à dire. Moi, franchement, déjà, voilà, pour le coup, hein, comme je dis, on m'a beaucoup gratifié d'avoir raison ces derniers temps, mais là, pour le coup, sur Thales, j'ai eu bien tort, puisque déjà là, je disais, pour moi, on a un excès haussier, et voilà, et n'investissez pas pour Thales. Bon, mais ceux qui ont investi à 164 en fermant les yeux, ils se sont retrouvés à 264, donc ils ont eu raison. Donc, point à la ligne. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup d'excès tout ça, c'est très dangereux et je pense que ça va se terminer vers une correction massive sur le titre, comme ça a été le cas là, comme ça a été le cas là, etc. etc. Donc on verra. Précédemment, il y a eu des baisses de 68%, ici de 59%. Moi, sincèrement, je ne serais pas étonné qu'on ait à minima une correction de cet ordre, à minima revenir par là. Simplement, évidemment, que ça va dépendre de la géopolitique. Évidemment que s'il y a une troisième guerre mondiale, Thales certainement sera très résilient. Mais malgré tout, je pense que même si on peut aller plus haut, à un moment donné ou à un autre, vous aurez une correction massive. Et donc là, autant pour du trading, pourquoi pas, autant pour de l'investissement, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart. C'est quelque chose d'assez similaire pour Dassault Aviation, puisque voilà, on a un graphe, pour moi, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on touche la zone rouge, c'est plutôt une zone de vente. Ben là, la zone de vente, voilà, quand il y a un flux, quand il y a une news extraordinaire, bon, ben, le graphique ne fait que suivre la news, hein, ça c'est évident. Et derrière, il y a une grosse envolée. Mais moi, quand je vois une bougie comme ça, sincèrement, je suis plutôt à me dire, oula, le marché est allé un peu vite, un peu fort. Donc attention, voilà, de là à shorter, je sais pas, mais en tout cas, je pense que sincèrement, voilà, il faut faire attention, sauf si vous faites du trading, encore une fois. Hein, là, vous rentrez en journalier, voilà, comme ça a été le cas précédemment. Hein, vous avez une petite conso à plat comme ça, derrière, ou une petite conso à plat comme ça, derrière, vous voyez des cassures pour éventuellement voilà, éventuellement jouer une continuation. Si vous avez une figure, pourquoi pas. Ok, donc voilà pour ça.
Qu'est-ce qu'on a après? On a le luxe, oui, Hermès, bon, qui a bien consolidé hein, quand même. Bon, là aussi, on l'avait dit, hein, n'investissez pas sur Hermès. On l'a dit lorsqu'il y a eu le push. Derrière, c'est quand même une baisse de 15%, donc là aussi, attention. Vous avez une zone pour du trading qui est ici, mais pour du trading seulement, car je pense que Hermès voilà, peut corriger encore de manière un petit peu plus forte. La première zone, ce serait peut-être une zone comme ça, donc peut-être sur cet oblique en pointillé, et après on verra pour de l'investissement sur cet oblique en pointillé bleu là. Voilà, donc globalement plutôt à l'écart. Kering qui a pas mal zigzagué, elle aussi ces derniers temps, donc on le savait, vous le savez, on attendait le pullback, on l'a, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a le pullback. Maintenant, je fais un peu de nettoyage parce que là, du coup, je ne l'ai pas tradé cette semaine, Kering. Je fais un peu de nettoyage. Donc, ce qu'on attend désormais, c'est effectivement de tenir. Pour moi, il faut vraiment tenir cette zone-là, hein, des 240. 240 euros sur Kering. Jouer dans un premier temps un rebond, une consolidation, une congestion et ensuite éventuellement repartir. C'est ça que j'attends grosso modo sur Kering sur la semaine prochaine et pourquoi pas même celle d'après. Et si on a ça, derrière on jouera les cassures pour aller chercher un rebond un petit peu plus intéressant. NJ, c'est du pareil au même. Belle semaine la semaine passée. Et on fait bien évidemment la... Alors je vous le mets en mensuel, c'est beaucoup plus propre. Voilà, derrière on a cette grosse zone que j'ai d'ailleurs, elle est un peu fine, voilà, il vaut mieux la mettre large. Donc moi je vous l'ai dit, derrière on attend la conso, la congestion et on jouera la cassure pour éventuellement repartir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas bien plus compliqué que ça. Pour le moment on a la première partie. On a la première partie avec la conso, la congestion. Hop, hop. Voilà, la conso, la congestion. Voilà, hop là. Donc voilà, tant qu'on tient ce niveau-là, voilà, tant qu'on tient ce niveau-là, si on construit là-dedans, derrière, on peut espérer effectivement quelque chose, pardonnez-moi, quelque chose de plus intéressant. Donc c'est ce qu'on va observer dans la prochaine quinzaine. Bisemi a une de mes valeurs préférées parce que ça, c'est une valeur qui a du potentiel. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur l'oblique. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Tiens, je fais un peu de nettoyage. Il y a plusieurs niveaux sur Bisemi. Il y a effectivement cette oblique qui est pas mal, mais il y a également celle-ci. Donc, voilà. Mais grosso modo, pardonnez-moi, grosso modo, on arrive pour moi dans une zone où il faut guetter un signal de retournement. D'accord? Tant qu'on n'a pas un signal de retournement clair, pour moi, ce serait de l'anticipation, donc il faut faire attention. Mais voilà, le signal à proprement parler sera donné en cas de rupture, pour moi ici, de cette zone-là. Donc nous verrons, j'ai pas le support. Est-ce que ce serait quelque chose comme ça ou autre sincèrement, j'en sais rien. Mais voilà, il faut laisser en tout cas le marché décider et nous donner davantage d'indications. Vous voyez? Alors soit on casse directement et en fait le biseau descendant il est beaucoup plus fin que ce que j'ai dessiné, soit effectivement il est plus large et là on aura un creux avec un rebond et la cassure. Toujours est-il que c'est la cassure et la congestion à partir du moment où on brise cette oblique ici qui nous donneront éventuellement un signal plus positif. Aéroport de Paris, ADP, alors là je vous montre la vision long terme parce que on va revenir, je vous montre en mensuel, on va revenir voilà, petit à petit sur une zone qui m'intéresse. Donc voilà, ça reste une tendance, il ne faut pas oublier, hein, ça reste une tendance de long terme très haussière, d'accord? Puisque c'est un titre qui est passé effectivement, de 45 jusqu'à 203, on est à 101 aujourd'hui, et je pense, encore une fois, je pense que effectivement, voilà, on a des gros niveaux. D'ailleurs, vous avez un gros niveau là, voilà. Vous avez à quelque chose près le même niveau ici, le même niveau là, le même niveau là à quelque chose près, et je pense voilà, qu'on va revenir à quelque chose d'à peu près similaire. Et donc, voilà, investisseur, vous avez une première zone qui peut être intéressante. Trader aussi, à condition, derrière, qu'elle nous déclenche un signal pour jouer quelque chose de plus intéressant à moyen long terme. Ok. Alphen, donc très baissier, Alphen, c'est un dossier qu'on avait mis de côté suite à une mauvaise publication, toujours sous la M10, bien sûr, mensuelle, mais en hebdo, voilà, on est toujours quand même sur un prix qui est très stable et qui congestionne beaucoup.
pour ça que pour moi, je la remets un peu sur le devant de la scène quelque part. Parce que pour moi, il y a quand même, on a quand même, malgré la baisse, etc., je fais un peu nettoyer, vous m'excuserez, je range ma chambre. Euh, Effectivement, malgré la baisse, je pense qu'on est en train de faire quand même des choses qui sont pas inintéressantes, avec des obliques, voilà. Donc il va falloir casser tout ça, bien entendu, mais pourquoi pas, au-dessus des 13,25, on peut avoir potentiellement un signal qui se déclenche, et effectivement, certains l'auront vu, même si c'est pas le setup parfait parce que nous sommes au-dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui baisse, on peut estimer que là, on a potentiellement un setup de faux breakout. Donc pourquoi pas, derrière, effectivement, avec cette espèce de double creux, tenter une relance, tenter une nouvelle sortie hein, par le haut des 12, des 14, on va dire. Ok. Donc voilà pour Alphen, donc à suivre évidemment. Eurofin scientifique, je vous la montre pour 2 euros. Enfin, scientifique, je vous la montre pour deux raisons. Donc, je vais la mettre d'abord à long terme. Donc, long terme, on est toujours sur une grosse zone. Voilà, là, c'était la zone des 43 à 46. Donc, voilà, pour les investisseurs, il y avait deux zones. Donc, là, pour le moment, on est toujours globalement, on est à 50, hein, mais on est descendu effectivement à 43. Mais là où c'est intéressant, c'est sur la donnée, sur les données journalières, parce que on a un phénomène de construction. Pareil, je nettoie un peu, tout le monde tralala. Donc, la zone de gap, elle n'est plus bonne. Voilà. Ce qui est assez intéressant, j'en ai ma moyenne mobile, voilà, comme ça sera plus clair. Ce qui est assez intéressant, j'ai l'impression, je dis bien l'impression, qu'on est sur une grosse structure corrective avec une réduction de volatilité. Alors, à voir comment on peut la tracer, il y a plusieurs manières, encore une fois, on s'en fiche, mais je trouve que le marché est en train quand même de valider cette oblique ici. Tac, je trouve que le marché est en train de valider cette oblique ici, assez précisément, ici, 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 et potentiellement, effectivement, un petit support oblique ici. Donc, ce qu'on va observer, c'est est-ce que le titre va avoir la capacité de bien congestionner et de briser cette oblique ici. Et là, on pourrait avoir véritablement, pour moi, le départ d'une tendance assez intéressante sur Eurofin Scientifique. Tout ceci, bien sûr, est remis en question pour moi si, évidemment, on casse tout ça par le bas, notamment par la rupture des 47,5. Voilà. Si on repasse sous les 47,5, à mon sens, ça deviendra un petit peu plus compliqué pour Eurofin Scientifique. Et si lors, donc on s'attendait à la correction, elle est là. Est-ce qu'elle est suffisante pour revenir sur le titre? Ma réponse c'est non. Je pense que nous sommes au départ d'une structure, au minimum d'une structure de consolidation, sinon véritablement corrective. Et qui pourrait nous amener vers quelque chose de très très grand. Souvenez-vous en plus, Essilor elle est habituée hein, aux structures correctives très grandes comme celle-ci. Celle-ci, la structure corrective, elle avait duré 570 séances. Hein. 570 séances, ça fait 3 ans. Hein. Donc là aussi, ne pas omettre que vous pouvez avoir ce genre de structure qui peut se répéter dans le temps avant d'avoir éventuellement une cassure. D'accord? Donc vous pouvez être ici au départ d'une structure corrective bien plus longue. Donc je pense en tout cas que pour moi, c'est pas à ce stade une forte opportunité. Et je pense que malgré la baisse, pour de l'investissement, hein, je parle, malgré la baisse de 10 ou 12%, je ne sais plus, voilà, 10%, je pense que ce n'est pas encore une zone intéressante. Peut-être cette zone-là sur les 236, peut-être cette zone-là sur les 211, on verra. Mais encore une fois, je pense que ça va être long. Et je pense que globalement, à part pour de l'intraday ou du swing de quelques jours, bon voilà, ça c'est autre chose. Mais pour de l'investissement, je pense qu'il faut encore largement patienter sur Essilor. On a Jacquet qui a brillé, Jacquet Metal, voilà, qui a extrêmement bien brillé. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'efface un petit peu tout ça. Le graphe est pas hyper propre. Voilà, c'est pas mon graphe préféré. Je vais vous le mettre en mensuel. Voilà, c'est pas mon. Vous voyez, c'est assez erratique. Donc voilà. Alors oui, il y a une belle oblique, c'est vrai. Il y a une belle oblique qu'on a brisée là ici. Voilà, si on part si on estime que cette oblique est là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, bravo à celles et ceux qui ont pris Jacquet Metal.
Mais voilà, là, pour moi, on s'était fait peur, et puis derrière, on a réintégré, très bien. Mais c'est pas très propre. On a une grosse résistance qui est ici, qui a été cassée. Donc par contre, voilà, par contre, si vous n'avez pas pu, comme moi, participer effectivement à cette hausse, ça ressemble d'ailleurs un petit peu au graphe du CAC Small. Effectivement, si on a un repli et une congestion là, et derrière, on pourra éventuellement avoir un redémarrage. Si on a une congestion qui ressemble un petit peu à celle-là, vous voyez. Voilà, un repli et une congestion qui ressemble à celle-là, à ce moment-là, on pourra jouer en effet une relance du titre. Donc la zone, il y a un gap ici hein, vers 19,30, 19,30 jusqu'à 20 euros, grosso modo, ça peut être une zone qui peut être intéressante à exploiter. FDJ, donc gros repli, mais on ne fait que revenir. Hein. On ne fait que revenir sur la zone qu'on avait indiquée. Donc voilà, hop, je passe un peu tout ça. Voilà, donc pour moi, FDJ, voilà, on arrive sur une zone de long terme, support oblique de long terme, support ici, support ici, support ici, et potentiellement support là. Donc on est sur le haut du support. Hein. Ça peut dégueuler encore un tout petit peu. Mais pareil, pour moi, c'est une zone qu'il faut observer. Alors, elle peut lâcher, hein, bien entendu, mais c'est une zone qu'il faut observer, et il faut observer eh bien, la capacité du titre à construire quelque chose. Comme là, il avait fait le rebond, la consolidation avant de repartir. Là, vous voyez, il avait fait une petite congestion avant effectivement de repartir. C'est ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on va attendre quelque part du titre. C'est que l'on ait effectivement une structure avec une baisse de retournement, la congestion, et ensuite repartir. Voilà. Si on n'a pas ça, en effet, ben, ça ne vaut pas forcément le coup de tenter quelque chose. Ok? Sauf si vous voulez investir à proprement parler et que vous êtes, voilà, là, une première position ici pour du long terme, pourquoi pas. WLN qui a bien progressé, qui est venu d'ailleurs quasiment combler son gap. Alors le gap, ne vous y trompez pas, le gap baissier, il n'est pas totalement fermé puisqu'il est là, mais quel rebond, fantastique. Donc moi j'en avais un petit peu là, je suis sorti sur la mèche ici en haut, pratiquement sur le plus haut, j'ai eu un peu de réussite, mais voilà, j'ai joué le rebond, je pensais honnêtement, bon il y a eu une belle conso, parce que là ça paraît pas beaucoup, mais entre le haut et le bas, elle a consolidé quand même de 10%, donc c'était quand même pas rien, mais voilà, c'est plutôt pas mal, malgré tout, certains y verront, et ils n'auront peut-être pas tort, hein, un simple pullback ici vers une zone effectivement de support historiquement qui a été cassé et potentiellement pourrait ici faire effectivement résistance. C'est pour ça que je vous disais que moi je visais l'entrée de gap parce que je pensais qu'on n'était plus très loin en effet. C'est pour ça que voilà, l'entrée de gap, moi ici je suis sorti dès qu'il y a eu des signaux baissiers parce que je pensais que voilà, le premier objectif était atteint et derrière il fallait faire attention. Donc voilà, on verra. Maintenant, on peut venir combler le gap, on peut construire, etc. Et puis on ira, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, il y a un tel potentiel de retournement sur le titre que voilà, moi je pense que c'est un titre qui a été quand même un peu trop massacré et que voilà, il y a des rebonds techniques qui peuvent être encore intéressants à jouer pour toute l'année 2025. Mais en plus, c'est un titre qui a une belle amplitude directionnelle, donc on peut faire des décalages assez rapidement, on l'a vu. Hein. Voilà, moi je joue beaucoup ces titres-là parce qu'en 3 jours, vous avez 17% quoi, sur une valeur très liquide. Donc c'est quand même satisfaisant. Quoi. Albert, une valeur que j'aime beaucoup, néerlandaise, hein, Albert Industrie. Donc voilà, là aussi, le support de long terme qui était assez intéressant. Il y en a un autre qui est là, mais qui est plus bas. Donc voilà, plutôt pas mal. Le problème, c'est que elle, même si je l'adore, elle donne peu de setup d'entrée. Elle donne peu de réduction. Ça arrive, hein, mais elle donne peu de réduction de volatilité. Et là, on le voit, c'est énorme volatilité. Donc voilà, je pense là aussi qu'on est peut-être au départ de structures beaucoup plus longues. Et donc, il va falloir là aussi, eh bien, tout simplement laisser le marché nous indiquer, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein. Donc on verra. Et si effectivement, par contre, on a une rupture, une cassure, une congestion, ça m'intéresse. Pour du long terme, je trouve que c'est une valeur qui est très intéressante. Revenir sur les 48 et potentiellement revenir sur les 58, ça peut être des objectifs raisonnables. Eutelsat, bon, Eutelsat, elle a bien poussé, hein, bien sûr, elle a bien poussé. Ça reste évidemment beaucoup de spéculation, etc. J'ai pas grand chose à dire sur le graphe. Franchement, j'ai pas grand chose. Alors déjà, c'est une tendance très baissière, bien sûr. Donc là, c'était historiquement une belle valeur Enfin, une belle valeur, non. Une valeur de rendement, une valeur de dividendes. Mais là, comme souvent, hein, les valeurs qui versent beaucoup trop de dividendes, au bout d'un moment, elles se pètent la gueule. Donc voilà, certains y verront, pourquoi pas, un espèce de... Voilà,
quelque part, je vais la mettre en mensuel. Voilà, on va se mettre sur un graphique mensuel. Certains y diront potentiellement voilà, le départ d'une cassure, pourquoi pas, de très long terme. Voilà, pourquoi pas, encore une fois, pourquoi pas. Mais pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'observation de la consolidation. Il y a eu le push, il y a la consolidation, très bien, trop de volatilité, il doit y avoir des volumes monstrueux, voilà, il y a des volumes monstrueux, donc comme d'habitude. Regardez le pic, quand on vous dit, quand il y a beaucoup de volume, quand il y a le pic des volumes, c'est là où il faut y aller. Bon, ben, si vous avez payé le pic des volumes, vous êtes content, vous avez payé le point haut, donc c'est super, et derrière, vous subissez une baisse de 35% sur votre position, super. Donc voilà, attention quand il y a beaucoup de volume. Par contre, en revanche, hein, quand il y a beaucoup de volume, qu'ensuite il y a une réduction de volatilité, qu'ensuite vous avez des rebonds, des constructions, et qu'en parallèle vous avez effectivement une réduction des volumes, là, ça peut être intéressant pour vous ensuite un nouveau flux de volume entrant. Donc c'est ce qu'on va observer, c'est pas mûr, loin de là, sur Eutelsat, mais oui, potentiellement, on peut avoir une deuxième jambe de hausse sur ce titre-là. Nexity, qui a beaucoup baissé également, qui a beaucoup corrigé, mais là aussi, observation plus, parce qu'on est sur une grosse zone. Voilà, moi je la surveille de très près. Je pense qu'on est sur un moment clé. C'est-à-dire, en fait, j'ai deux hypothèses de travail. J'en ai même pas trois, j'en ai que deux sur Nexity. Soit effectivement cette zone-là lâche et c'est retour sur les fameux plus bas de 2008. D'accord. Zone qu'on avait indiquée depuis très longtemps déjà. Pour certains qui m'avaient écrit des messages en disant oui, regarde, quand elle avait progressé, regarde, elle ira jamais sous ses plus bas de 2008. Ben, désormais, on y repense malgré tout. Vous voyez que tout est possible en bourse et que parfois, la patience, c'est une qualité. Je pense même que c'est une qualité en bourse. Et donc, soit on est sur ce scénario, donc ça lâche, on revient sur les plus bas de 2008, soit on est sur, en effet, un plus bas intermédiaire, et on peut jouer, d'ailleurs une belle congestion, on peut jouer un retour pour revenir sur cette zone-là. Et après, on verra si on a la force de casser et de relancer. Voilà. Pour moi, en gros, il y a deux scénarios. C'est soit tout de suite on réagit et on revient sur les 13 euros, soit on lâche la semaine prochaine, et là, gros danger pour revenir sur la zone des 6 euros. Ok. Ipsos, on en a parlé aussi sur le pullback, souvenez-vous, elle l'a fait le pullback et elle est en train de congestionner. Voilà, elle est en train de congestionner, c'est super, ça c'est un beau setup, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Ipsos. Réduction de volatilité, réduction, on le voit bien, c'est très clair, réduction des volumes sur une zone de support. Maintenant, il faut valider tout ça. Par quoi on le valide? Par la cassure, par le haut, et revenir aux alentours des 50 euros et des poussières. Donc voilà, c'est très intéressant, Ipsos, il faut la suivre de près. Téléperformance qui est venu combler le gap, et comme souvent, au comblement du gap, derrière, on a après derrière une prise de bénéfice, mais là aussi c'est intéressant, puisque pour moi, on est sur la zone, donc je peux même l'écarter un petit peu plus, parce que pour moi, n'hésitez pas à avoir des zones larges. Hein. L'analyse technique, c'est précis, mais pas si précis que ça. Hein. Donc c'est pas parce qu'on met des zones larges qu'on n'est pas un trader précis, ça n'a rien à voir. C'est juste au contraire qu'on s'ouvre les chakras et on se donne un maximum de possibilités, d'accord? Donc n'hésitez pas à tracer des zones larges. C'est une erreur de croire que les meilleurs traders tracent des zones précises. Au contraire, les meilleurs traders tracent des zones larges parce qu'ils ont conscience que le bruit de marché peut venir écarter les zones de support et de résistance. Ok? Donc pour moi, voilà, même sentiment, là-dedans, il faut construire. Donc on a la grosse poussée, on a la grosse correction, réduction de volatilité, si on a ça, poum, on joue la hausse pour aller retrouver les 116 euros et plus si affinité. Voilà, la moyenne mobile à 200 jours est en train de s'aplatir, ça sent quand même bon. Voilà, on est sur la deuxième phase, ça sent plutôt bon. Maintenant, encore une fois, si on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours, on invalide. C'est-à-dire si on commence à repasser sous les 95 euros, là je dirais pas bon. Et alors sous la zone en pointillé, là par contre, ce sera vraiment pas bon du tout. DBG de Richebourg, plutôt pas mal. Donc nous, vous le savez, hein, la semaine dernière, je vous l'avez dit, on avait une position au-dessus des 5,45 €. Donc on est break-even sur cette position-là. On a joué la cassure de cette congestion-là. Au-dessus de la M200 qui est en train de se redresser. Il y a un gros potentiel sur de Richebourg. Maintenant, le problème de Richebourg, c'est toujours le même, c'est qu'elle est volatile. Et donc derrière, on peut avoir des mèches qui peuvent venir nous enquiquiner. Donc voilà, pour autant, je trouve que là, si ça consolide à plat, c'est vraiment pas mal. Et on a espoir derrière de faire une nouvelle structure pour la recasser par le haut, etc. etc. Et après, les objectifs, vous en avez un beau ici aux alentours des 6,64 €. Et après, voilà, 6,64 €, 6,85 €. Et après, on verra si affinité. Hein, ok.
Eramé, c'est pareil, beaucoup de volatilité, hein, beaucoup de volatilité, mais dans cette volatilité-là, hop, le gap, il est là. Il y a un double top d'ailleurs qui est en train de se former, donc c'est plutôt pas mal. Et je trouve que voilà, on résiste bien. Ça m'intéresse, mais là aussi, ce qui va m'intéresser, c'est l'observation et la congestion la semaine prochaine. Si on a ça, pareil. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de titres hein, qui peuvent nous offrir la semaine prochaine des signaux d'achat, hein. Donc vraiment, la liste, elle est vraiment intéressante cette semaine, notamment sur des valeurs comme ça, des mid and small un peu moins regardées par le marché, les Ramé, les Alphen, les Jacquet Metal, les Ipsos, même si Ipsos quand même, voilà, Nexity, etc. C'est des valeurs qui peuvent progresser. Air France s'est envolé, hein, sans jeu de mots, avec une énorme bougie, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le biseau descendant dont on avait parlé a bien fonctionné. Je nettoie un peu tout ça. Donc voilà, même si on s'est fait peur, on l'a réintégré, etc. La cassure de la ligne de coup, etc. Bon, très bien, n'y allez plus hein, maintenant. Enfin, n'y allez plus pour le moment, hein. Regardez un peu, volume historique. Ça, moi, en général, c'est pas bon. Par contre, on a peut-être là aussi, hein, avec la moyenne, regardez la moyenne mobile à 200 jours, qui est en train de se retourner. Ce n'était pas arrivé depuis mars 2023. Donc voilà, on peut avoir derrière un mouvement un petit peu plus porté, je dirais, par d'autres flux. Mais voilà, il va falloir avoir cette construction intermédiaire, vu la volatilité, hein. Ça peut être une construction qui peut être longue, comme ça peut être une construction qui peut être toute petite, qui peut durer 3-4 jours, 2-3 inside day, avant éventuellement de casser. Et toujours pareil, le setup il est simple, vous le connaissez, vous l'avez vu, invalidation sous le pattern, et derrière, on va chercher de nouveaux objectifs. Bon, pourquoi pas aller chercher les 13,50 €, hein, pourquoi pas, hein. Ok. Ubisoft, donc Ubisoft, elle s'est pareil, un peu dans le même état d'esprit, elle s'est bien reprise. Donc nous, on en a un petit peu sur le salon, on a acheté au-dessus des 11,65 €. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le pattern. Toujours pareil, vous avez le push, derrière vous avez la construction, réduction de volatilité, c'est pour ça qu'on a acheté. Voilà, tout simplement, vous connaissez le setup. On est venu faire la cassure et la réduction de volatilité là. Il y avait un autre setup pour rentrer ici. Et derrière, on a le premier départ. Maintenant, rien n'est fait, c'est toujours pareil, c'est pas parce que ça part bien que ça va partir. Mais le départ est plutôt pas mal, la construction est plutôt pas mal. Il va falloir là aussi de nouveau la construction intermédiaire par là pour éventuellement casser. Derrière, casser la moyenne mobile à 200 jours, qui derrière ça le pâtira, blablabli, blablabla. Vous connaissez le scénario, c'est toujours le même, c'est toujours la même méthode, sans indicateur ou très peu. Plutôt que d'essayer de vous vendre des indicateurs qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, qui vous font vendre du rêve. L'analyse technique, ça doit être simple, ça doit être visible, ça doit sauter aux yeux. Un indicateur doit être un révélateur. Un indicateur ne doit pas venir encombrer vos graphiques. Quand l'indicateur vient vous empêcher de regarder le cours et la réalité des cours et la réalité de ce qui se passe sur les graphiques, ce n'est plus un indicateur, c'est un emmerdeur, en l'occurrence, plutôt qu'un révélateur. Ok? Donc pensez toujours à ça. Simplicité, simplicité. Prix, mouvement du prix, volatilité. Il y a 3 éléments à retenir quand vous commencez ou quand vous faites de l'analyse technique. Le prix, le mouvement du prix et la volatilité. Si vous tradez avec ces 3 éléments-là, vous pouvez être sûr que vous vous en sortirez, je vous le garantis. Ok. Je suis où? Alstom. Oui, Alstom, pareil, évidemment, elle a bien progressé. Là, elle corrige, je crois, aujourd'hui pas mal. Voilà. Donc, nous, souvenez-vous, hein, on avait acheté pareil, comme d'habitude, le support oblique. On avait pris le trade ici au-dessus des 19,10 €. On est sorti, on en a plus depuis un petit moment d'ailleurs. Mais voilà, plutôt pas mal. Là, c'est pareil. Là, à chaque repli, hein, chaque repli à proximité, là, n'achetez plus. Voilà, n'achetez plus, vous êtes dans un canal. Voilà, on le voit bien, hein, vous êtes dans un canal. Donc, haut du canal, on vend, on fait gaffe pour la correction, pour éventuellement entendre le break et éventuellement, comme on a eu ici la belle congestion, on a eu ici la belle congestion, là on l'avait pas eu, mais là ici on l'avait eu, donc on espère qu'on aura la même chose pour réacheter Alstom, aller chercher un nouveau plus haut. Et à chaque cassure de nouveau plus haut, on monte les stops car on sait que derrière, il peut y avoir un repli plus ou moins significatif. Ok, Arcelor, je vous la montre uniquement en mensuel. Pourquoi? Parce que le pattern mensuel, il est quand même hallucinant. Voilà, on n'est pas n'importe où sur le pattern mensuel. Il ne m'a pas sauvegardé ma... Voilà. On n'est pas n'importe où sur le pattern mensuel. On est là. Donc on est sur une énorme résistance. Attention de ne pas acheter à l'aveugle ici sur ArcelorMittal. Nous, ce qu'on veut, c'est la bonne bougie d'impulsion et derrière la correction par là. Et si on a ça, alors les amis, on pourra espérer le retournement et éventuellement une tendance et on verra pour les objectifs à suivre
pour le titre. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ce qui est assez intéressant également sur le titre, hein, voilà, c'est la moyenne mobile à 200 semaines qui s'est retournée et la moyenne mobile également à 200 mois qui est en train, elle, à 200 jours, pardon, qui est en train également de se retourner. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On avait cette oblique, souvenez-vous, cette grosse oblique ici qui a été cassée. Bon, voilà, il y avait un pattern, hein, je ne l'ai pas vu, pattern qui était ici, qui était très propre. Voilà, vous avez dû certainement le voir. Voilà, on avait ça qui était vraiment plutôt pas mal là aussi. Réduction là aussi des volumes, comme d'hab, hein, le classique, réduction des volumes, réduction de la volatilité derrière. Ça a bien performé. Et enfin Veralia. Veralia, donc vous le savez, il y avait les rumeurs de rachat, etc. Voilà, au niveau des fonds brésiliens, je crois. Donc voilà, plutôt pas mal. La structure est plutôt pas mal. Ça commence à mûrir. C'est pas encore tout à fait prêt. Mais voilà, on commence à avoir des éléments. Ça commence à être pas mal. On commence peut-être que peut-être que le pattern va se faire un petit peu plus haut. J'espérais un retracement plutôt dans cette zone-là. Mais potentiellement, ce ne sera pas le cas. À voir. Donc là aussi, on peut avoir, si on voit qu'on a un troisième repli, tasse avec Ans, on peut espérer quelque chose de beaucoup mieux pour la suite sur le titre Veralia. On part aux US avec Robinhood. Robinhood. Robinhood Market, voilà. Donc pour moi, Robinhood, attention, c'est donc il y a un gros repli, hein. Gros repli. On est pour moi effectivement sur quelque chose qui pourrait encore se replier. Ah, je vais le mettre en hebdo, ça suffit. Voilà. En hebdo, ça suffit. Pour moi, on n'a peut-être pas atteint encore le point bas. Il faut patienter. Il faut commencer, surtout sur les actions récentes, hein, comme ça. Surtout sur les actions récentes, ne pas hésiter à tracer les premières obliques, hein. Donc voilà, il y a toute cette zone-là, voilà, de prix qui peut être pas mal. À voir si on a un signal de retournement par là entre les 38 et les 41 dollars. Là-dedans, ça peut être, si vous voyez un petit signal, petite congestion, on peut éventuellement acheter sur repli pour jouer un retour sur les plus hauts historiques. Donc plutôt pas mal à suivre de près. Novo, alors je ne l'ai pas vu, Novo cette semaine. Donc elle s'est bien reprise, donc toujours, hein, les mêmes zones, elles n'ont pas trop bougé. Tac, 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 tac. Donc on a la reprise, mais voilà. Pour le moment, on attend. Donc il y avait la zone ici en vert, hein, vous la connaissez, donc sous les 78 euros, pardon, dollars, puisque c'est la cotation américaine. Donc voilà, maintenant, voilà, à chaque nouveau plus bas, si on en fait, pour moi, ce sera une opportunité d'achat pour du long terme. Il y a une deuxième zone quand même, c'est pour ça qu'il faut garder du cash, qui peut être ici si vraiment ça part en cacahuète. Ok. Donc première zone 70 à 79, deuxième zone 48 à 57, quoi, quelque chose comme ça. Nu Holding, donc c'est pas mal. Nu Holding, on revient sur un gros niveau de support long terme. C'est pour ça que je vous la montre. Est-ce que je l'avais tracé en hebdo? Non. Donc je vous la montre justement en journalier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc gros niveau de support oblique. Là, il y avait une super congestion à exploiter. Là, il y avait une super congestion à exploiter. Là, il y avait une super congestion à exploiter. Vraiment, hein, quand vous avez ça, les amis, quand vous avez ça, là, ce genre de pattern sur un gros niveau clé, il ne faut pas hésiter, hein. Vous mettez un achat au-dessus, vous mettez un stop en dessous et vous jouez les ratios, hein. Là, vraiment, il ne faut pas hésiter, hein. Bon, bref, en tout cas, là, pour le moment, on n'a pas ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, mais pour le moment, on n'a pas ça. Donc, il faut laisser mûrir tout ça. Et si New Holding, effectivement, nous offre ça par là, on joue exactement le pattern précédent. OK? Et on jouera en objectif, toujours pareil, l'entrée de gap, la clôture du gap, le dernier plus haut. Voilà, plus haut, c'est assez simple. Walt Disney Company, elle est là. Donc, ce qui est intéressant sur Walt Disney, c'est pareil, le pattern intermédiaire. Donc, on tient péniblement toujours ce fameux support oblique, hein. Bon, très bien. Je vous le montre peut-être en hebdo, ce sera peut-être plus clair. Ou même en mensuel, je sais plus, j'avais tracé en mensuel. Non, j'ai tracé juste en hebdo. Bon, ce pattern hebdo, vous voyez, le support oblique a plutôt bien tenu, même si, voilà, encore une fois, l'analyse technique, c'est pas parfait, hein. Des fois, on les enfonce, on réintègre, etc. Bon, voilà. Si vous pensez que l'analyse technique, c'est parfait, il ne faut pas faire d'analyse technique, malheureusement. Voilà. Donc, éventuellement, ici. Donc, à suivre de près, si on arrive à breaker tout ça par le haut, voilà. On arrive à breaker tout ça par le haut, et on arrive à sortir et à dépasser, je dirais, la résistance
globalement des 119 $. Et là, on peut avoir véritablement un très très bon signal pour Walt Disney, et pourquoi pas revenir dans la zone des 156, et en plus, plus si affinité. Donc voilà, en observation sur Walt Disney, AMD qui revient sur une zone qui est pas dégueulasse. AMD, voilà. Donc pour moi, j'attendais depuis longtemps ce. Alors, est-ce que je l'ai tracé en mensuel? Non, toujours pas. Donc, on a toujours ce biseau descendant qui est ici. Donc très bien, et moi j'attends vraiment cette zone. On n'est pas loin, hein, entre les 95 et les 80 $. Si on a un signal de retournement là-dedans, alors investisseur, bon, la zone elle est là. Il y en a une autre aux alentours des 58 jusqu'à, voilà, vous l'avez compris, la zone, la deuxième zone elle est là, hein, grosso modo, ouais, 47 jusqu'à 58. Mais la première zone elle est déjà là, hein. La première zone on n'est plus très loin, donc 83, 93, 94. Donc voilà pour les zones investisseurs. Et après trader, il faut un signal de retournement là-dedans pour pouvoir jouer. Et l'objectif sera quoi? Aller chercher dans un premier temps les 169 et ensuite potentiellement plus si affinité. Micro-stratégie, je vous avais dit, faites attention, ce genre de graphique corrige. Et regardez, on en avait parlé, souvenez-vous, au mois de novembre, vous avez dit attention, ce genre de graphique, lorsqu'on voit ce genre d'explosion, derrière vous avez une correction, ça n'a pas loupé, comme je vous le dis à chaque fois. Souvenez-vous des SNCV, souvenez-vous des Nvidia, ça finit toujours comme ça, c'est hausse explosive. Et donc derrière, c'est une correction de 57%. Pour autant, cette correction de 57% ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de long terme. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça ne reste qu'une correction. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, je vois même une structure corrective. Moi, ce que je vois, c'est une structure corrective sur le titre. Et je vois plutôt la construction, effectivement, d'un pattern de continuation sur MicroStratégie. Maintenant, il faut le valider. Effectivement, ça a l'air de ressembler à un biseau descendant. Il va falloir bien entendu le casser par le haut, il va falloir construire, etc. Mais malgré tout, je pense qu'on peut avoir la cassure et derrière la congestion à plat avant éventuellement de recommencer. Là aussi, forcément, vous l'aurez compris, si on a ce pattern-là sur MicroStratégie, derrière, on aura très certainement une hausse également sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Hein. Donc à suivre également de très près. Et enfin, le titre à suivre avant de passer au screener trend following. Alors, le titre à suivre, c'est Barco. Pour mes amis, belges, donc Barco, hein, moi je trouve que c'est une zone. Alors c'est une zone très intéressante sur Barco. C'est le graphique hebdomadaire. Donc vous voyez, grosse zone, ce que j'appelle une zone de friction, une zone où les titres sont beaucoup échangés par le passé. C'est la zone entre les 8 € et les 10 €, quelque chose comme ça. Donc toute cette zone ici dans les ellipses en jaune. Donc on est vraiment là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on a une construction qui est en train de s'opérer avec une oblique ici qu'on peut commencer à tracer. Donc c'est pas mal. Et ensuite, je vais rentrer sur l'unité de temps journalière. Et donc sur l'unité de temps journalière, c'est encore plus intéressant puisque la structure corrective, elle était là-dedans. Une espèce de gros bison descendant, grosse réduction de la volatilité. Derrière, on a fait un gap à la hausse. Donc très bien. Et là, moi, je pense que nous sommes en train potentiellement de construire une figure intermédiaire. Donc là aussi, on peut avoir et on peut espérer. Donc c'est en observation, c'est pas pour la semaine prochaine, mais a priori non. Mais on peut observer là aussi une consolidation, une congestion, avant éventuellement de casser par le haut et de retrouver la première zone d'objectif, qui serait la zone des 13 €, 13,20 €, etc. Et ensuite on verra, plus si affinité, vous avez une zone de gap, pourquoi pas aller chercher, l'entrée de gap est à 13,70, la clôture est à 15. On verra, en tout cas, ça peut être déjà effectivement une très très belle zone à exploiter. Donc à suivre de près le titre Barco. Et puis je terminerai par bien sûr le screener trend following avec, je vous laisse faire une capture, hein, avec bien entendu les différentes valeurs qui sont toujours elles en trend malgré les consolidations que nous avons eues, que nous avons vécues ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, je tiens vraiment sincèrement à vous remercier pour vos différents soutiens. Encore une fois, la semaine dernière, vous avez fait beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de retweets et de partages sur les différents réseaux sociaux. Donc, merci mille fois pour ça. Merci également d'avoir rejoint à la fois la newsletter et l'espace membre. Je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de monde maintenant qui veulent, beaucoup de personnes qui veulent se former. Donc ça fait plaisir. Je vais continuer d'enrichir d'ailleurs la zone membre
du site du podcast de la bourse.fr. Merci mille fois, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis bien entendu on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bon week-end, à plus, ciao.